Bonjour Paul Gara. Salut Rémi. Eh bien, nous revoilà pour cette nouvelle année 2025 pour une première émission Ne plus y jouer. Oui. Et donc, on vous souhaite à tous une excellente année 2025 avec plein de jeux. Oui, une très bonne année 2025, plein de belles découvertes. Exactement, on va essayer. Des Kickstarter qui arrivent. Normalement, il me reste encore 2 à recevoir là, et très bientôt. J'attends Darkest Dungeon, mais il n'arrivera jamais, je suis résigné. Ouais, moi j'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai? J'ai Night Market, qui est un jeu dans l'univers des marchés asiatiques. Ok. Des food, de food street, de la food street asiatique, pardon. D'accord. Et le deuxième, c'est un jeu d'Eldorado Games, je me souviens plus, mais c'est pas très grave. Voilà. C'était il y a tellement longtemps. Ouais. Bah ouais, il y en a un dont je me souviens et je sais qu'il n'arrivera pas. Donc voilà, je suis un peu contrariée. Très bien. Et donc on démarre cette nouvelle année avec un jeu qui est pareil. On va pas spécifiquement parler d'une mécanique, mais plutôt d'une typologie de jeu. Ouais, typologie de jeu. Et donc la typologie, c'est les petits jeux rapides qui se sortent vite. Malin ou pas malin, ouais. À voir. Voilà, et qui se sortent rapidement, dont on peut faire 1 ou 50 parties. Voilà. Et donc la source de ces jeux-là, c'est bien sûr le Uno. Avant de passer à la suite, pensez à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que vous regardez. Bah oui, voilà. Que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît normalement. Normalement, et je me demande même s'il n'est pas plus joué en vrai que le Monopoly. On parle souvent du Monopoly comme un peu le jeu... Quand on pense de jeu de société, on parle du Monopoly. Ouais. Mais je pense qu'en fait, peut-être que le Uno est à la fois plus connu et plus joué. Oui, probablement. Et je pense que beaucoup de gens ont un Uno chez eux, quoi. Oui, et puis comme en plus il s'agit quand même d'une déclinaison d'un jeu qui existe à base d'un jeu de cartes classique, finalement, il y en a même probablement qui le jouent sans le Uno. Sans le jeu en lui-même. Carte officielle, exactement, parce que c'est une déclinaison du 8 américain. Tout à fait. Voilà. Très bien. Pratique de faire un jeu en prenant un truc traditionnel quand même et puis de le commercialiser. Tout à fait. Je te laisse nous faire le petit historique ou... Oui, alors j'ai moins de choses à dire que d'habitude. Mais effectivement, donc le Uno, on l'a dit, c'est une déclinaison du 8 américain. Ouais. Et dans le 8 américain, comme dans beaucoup de ce genre de jeux, on peut dire que presque chaque groupe de joueurs et joueuses a un peu ses règles, ses variantes, etc. Enfin, ses idées sur quelle est la bonne règle à appliquer. Exactement. Et à l'origine, c'est donc une famille américaine qui jouait à ce jeu et qui en avait marre, en fait, parce qu'apparemment, ils se disputaient sur le fait de savoir quels étaient les effets quand ils jouaient les cartes. Et donc, c'est Merle Robbins, il a pris en fait un feutre ou un crayon, je ne sais pas, je n'étais pas là, et il a écrit sur les cartes les pouvoirs pour que ce soit fixé. Et puis là, ils se sont dit, waouh, en fait, c'est une super idée. On va en fait le faire, quoi. Donc, ils ont... toute la famille, ils ont créé le jeu, ils ont fait leurs exemplaires et apparemment ils les ont vendus dans un premier temps de façon un peu itinérante. Ils ont sillonné les routes pour vendre leurs exemplaires. Et ça a été repéré par un homme d'affaires qui s'est dit que c'était une super idée et qui lui donc leur a acheté le jeu et en fait l'a commercialisé à une beaucoup plus grande échelle. Et lui-même après il a revendu. Donc lui, il avait International Games, je crois, et ensuite il a revendu à Mattel. Et alors là, ça a été l'explosion complète avec toutes les déclinaisons. Oui. Et c'est même plus qu'un jeu aujourd'hui, c'est une franchise en fait à part entière. C'est une franchise. Je serais pas étonné qu'on voit. On a vu un film Tetris et un film Smiley. Je serais pas étonné qu'on voit un film Uno un jour. Mais bon. Mais oui, tu as raison. C'est une franchise. Le Uno a été décliné avec toutes les licences possibles et imaginables, au même titre que le Monopoly. Et ils ont fait des déclinaisons parce que je sais pas si les ventes s'essoufflaient ou pas, mais en tout cas aujourd'hui il y a le Uno Flip, le Uno H2O avec des cartes plastiques qui se jouent au bord de la piscine ou à la mer. Le dernier qui est sorti, le Uno No Merci, qui est en fait une réponse justement à ces règles un peu barrées où on empile les plus 4, on empile les plus 2, et bah là ils ont carrément mis des pouvoirs de dingue quoi, avec plus 4 échangés de sens, ou plus 10, ou plus 8. Moi je propose un Uno avec phosphorescent quand tu peux jouer dans le noir. Je serais pas étonné que ça existe déjà ou qu'il y ait eu une déclinaison. Possible. Mais sinon ça serait assez marrant. Mais voilà, il y a eu
énormément de déclinaisons, et il y a encore énormément de déclinaisons. Bah moi je sais que moi je jouais 8 américains sans Uno quand j'étais petite, moi voilà, aussi, très classiquement. Tout à fait. C'est pour ça que je pense même, et c'est même, soyons honnêtes, hein, le Uno il a pas une super bonne presse parmi les vraiment amateurs, amatrices de jeux de société modernes, mais pourtant en soi le jeu est pas jeu est pas mauvais, ça fonctionne. Il y a vraiment pire dans les jeux de ce type, quoi. Enfin, complètement. C'est pas désagréable de jouer au Uno en réalité. Tout à fait. Voilà. On passe à nos tops. Nos tops ou nos propositions. Nos propositions. Ouais. Nos propositions pour remplacer le Uno ou pour compléter le Uno. Ouais, donc là ça va être parce que le Uno c'est un jeu de défausse. Exactement. Voilà. Donc on va parler de jeux de défausse, mais pas que. Donc jeux de défausse, mais pas au sens des jeux de défausse de plis, etc. Voilà, qui sont une autre un peu. Mais voilà, on va parler de jeux de défausse ou de petits jeux de cartes en fait. Exactement. Ouais. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que j'attaque ? Écoute, non, je te laisse. C'est toi l'autre. Je te laisse. Allez, je démarre avec un jeu que j'aime beaucoup et qui s'appelle Oulaou. C'est un jeu en boutique. Quand je le vends, je commence par l'annoncer comme étant un jeu moche parce qu'il faut dire ce qui est. La couverture est pas ouf. Vous verrez la petite vignette qui va bien. Et c'est d'ailleurs très bizarre parce que l'animal qui a été choisi pour la couverture est probablement effectivement le moins joli du jeu. Il y a plein d'autres trucs un peu plus rigolos qu'ils auraient pu mettre. Bon bref, peu importe. Le principe d'Oulaou, il est très simple. On doit se débarrasser de toutes ces cartes ou faire abandonner les autres. Pourquoi on peut faire abandonner les autres ? Parce que on va en fait, à chaque fois qu'on pose une carte au centre de la table, annoncer plus ou moins. Le joueur d'après devra jouer une carte plus grande ou plus petite. Évidemment, on ne peut pas toujours jouer plus grand ou plus petit en fonction de ce qui est annoncé. Et donc, dans ces cas-là, on a quelques twists pour pouvoir s'en sortir un petit moment. Mais il arrive qu'on n'ait pas plus ce qu'il faut. Et dans ces cas-là, on est obligé d'abandonner. Okay. Là où le jeu est aussi assez intéressant, c'est que notre jeu est divisé en deux. 5 cartes de notre jeu sont visibles devant nous et 5 cartes sont dans notre main. Et du coup, on voit à tout moment la moitié du jeu de tout le monde et tout le monde voit la moitié de notre jeu. Okay. Et donc du coup, c'est hyper intéressant dans le sens où on va pouvoir monter une stratégie pour essayer de faire jouer la main des autres joueurs, des autres joueurs d'abord. Parce que tant qu'on voit ce qu'ils ont, on maîtrise leur jeu et on est capable de les embêter jusqu'au bout. Voilà, et c'est vraiment très sympa. Ça se joue en 5 minutes, 10 minutes et on y retourne assez vite. Ok. Moi, j'y ai jamais joué. C'est donc, vrai ouais, non, je connais pas du tout. Un nouveau jeu ajouté à notre liste de jeux à jouer. Commune. Donc 2025, voilà. Démarre fort. C'est-à-dire qu'on a déjà une liste qui est déjà le reste de 2024. Voilà. On n'est pas sorti de l'auberge. J'ai peur que ça ne se remplisse plus vite que ça ne diminue. Je pense aussi, ouais. Voilà. Bon, moi je vais te parler. Alors, dans les jeux que j'ai choisis où on doit défausser ces cartes comme ça, on va avoir, il y a pas mal de jeux. Ce que j'appelle les petits jeux de cartes allemands, c'est-à-dire des jeux qui sont assez simples en termes de règles, mais toujours très malins, assez épurés, mais toujours très élégants et super malins avec des petits twists très cool. Et le premier dont j'ai parlé, c'est un jeu qui s'appelle Linko de 2014, un jeu de Wolfgang Kramer. Alors, je crois que le titre allemand c'est Abluchsen et il y a un jeu de mots parce qu'en fait c'est un jeu de mots entre l'animal, le lynx et puis le fait de subtilynxer qui veut dire voler. Ouais, non, celle-là elle a été cherchée un peu loin. Et dans Linko tu as une main de cartes et tu vas poser des cartes devant toi. Tu peux poser une carte d'une valeur, ou 2 cartes de même valeur, ou 3 cartes de même valeur, ou 4 cartes de même valeur, 5. Et en fait, à la fin de la partie, les cartes que tu auras posées devant toi te rapporteront des points, et les cartes qui te resteront en main, si la partie s'arrête avant que tu aies pu tout poser, te coûteront des points, en fait. Donc, voilà. Donc c'est quand même intéressant d'être Ça veut pas dire que parce que tu es le premier à tout poser, que si tu as posé moins de cartes que quelqu'un d'autre, potentiellement, tu peux quand même perdre. Ouais. Mais à mettre fin à la partie, ça peut être un plus. Et la particularité, il va y avoir aussi une rivière de cartes. La particularité, c'est que si par exemple je joue un 4 et que toi tu vas jouer de mémoire, c'est une valeur supérieure, tu vas jouer une carte, un 8, tu as la possibilité de me prendre ma carte ou bien ou si tu le fais pas,
moi je vais devoir la défausser et soit je repioche, soit je reprends la carte en main, soit je la défausse et j'en repioche une. Donc je récupère une carte. L'intérêt, et en fait le jeu dit comme ça, est pas évident à expliquer, mais en fait dès qu'on commence à jouer, ça fait partie de ces jeux qui sont simples à jouer, mais pas facile à expliquer parce qu'il faut vraiment être dans le tour de jeu pour comprendre l'intérêt. Parce qu'en fait, parfois, on a vraiment intérêt à récupérer les cartes des autres, même si elles sont de plus faible valeur, parce qu'on a peut-être 2, 3, 4. Et forcément, si je fais une combinaison de 5 cartes, il y a moins de chances qu'on me fasse remballer ma combinaison. Exactement. Parce que voilà, la probabilité, elle est quand même plus faible que quelqu'un pose 5 autres cartes de même valeur. Et donc, le jeu... Tu joues pas n'importe comment, c'est pas je de défausse en faisant mes plus gros trucs. C'est vraiment, tu te rends compte qu'il y a une petite dimension beaucoup plus stratégique, de timing, à quel moment bien faire les choses. D'accord. Et c'est vraiment un jeu qui est super malin, vraiment élégant, quoi. Okay. La subtilité et tout l'intérêt du jeu tient dans cette petite idée que je peux récupérer la carte des autres ou bien les forcer. Et toi-même, tu peux poser des cartes parfois pour qu'on te les fasse défausser parce que c'est des cartes qui pourrissent ton jeu et tu veux qu'on te les fasse défausser pour aller essayer d'en repiocher une meilleure, et comme tu as une rivière, tu peux en plus choisir. D'accord. Donc voilà, un jeu vraiment bon, Wolfgang Kramer, c'est pas non plus, on prend pas trop de c'est toujours intéressant de toute façon ce qu'il fait, mais un super jeu. Très bien. Merci. Moi, je vais te parler d'un jeu de 2016, je crois. Ouais. Je vérifie, qui s'appelle Nox. Je ne connais pas non plus. Et ça, c'est extra. C'est même un jeu de 2012. Un jeu de 2012 de Stephen Bruckner. Ok. Dans Nox, on est dans un jeu dans lequel le but est de marquer un maximum de points en plaçant des cartes devant nous. Mais pendant notre tour de jeu, on peut placer soit une carte devant nous, soit une carte devant un autre joueur. L'idée, c'est que le premier joueur qui arrive à placer 6 cartes devant lui met fin à la partie. On compte les points de tout le monde et on voit qui l'emporte. La subtilité, elle est dans le fait qu'il y a 3 couleurs de cartes et chaque couleur va de 1 à 15. Quand tu poses une carte devant toi de forte valeur, un adversaire va pouvoir recouvrir cette carte avec une carte de la même couleur et de la valeur qu'il veut. Okay. Et du coup, ça veut dire que je pose un 15 un peu trop tôt, quelqu'un va me le recouvrir assez vite parce que c'est beaucoup trop de points d'un coup. Et la deuxième subtilité, c'est que pour marquer tes points, il faut placer les 3 couleurs différentes dans ton jeu. Okay. Une fois que tu as placé les 3 couleurs différentes, tu sais que tu vas marquer des points, il n'y a pas de problème. Par contre, combien de points tu as marqué, ça c'est une autre paire de manches. Et il y a aussi des petits coups un peu sympas à faire, c'est que tu ne peux pas avoir 2 fois la même valeur dans ton jeu. Si tu as 2 piles de cartes avec la carte du dessus qui a la même valeur, ces 2 piles n'en feront plus qu'une. Donc on te ralentit aussi ton arrivée vers la victoire ou vers la fin de la partie. Voilà, c'est tout, c'est pareil, ça se joue très vite, ça se joue très bien. Il faut surveiller constamment ce que font les autres, tout en essayant d'optimiser son jeu pour essayer de maximiser ses points. Et tu parlais de timing, c'est exactement pareil. Si tu sors, alors tu fais avec ce que tu as en main évidemment, mais si tu sors un 15, un 14 trop tôt, tu sais que ce 15 ou ce 14 ils seront foutus parce que jamais personne va te les laisser, quoi. Voilà. Et donc c'est très très sympa. Ok, bon bah encore un autre jeu à essayer. Moi je vais te parler d'un jeu d'un autre auteur allemand très connu, c'est Friedemann Friese, qui a fait un jeu qui s'appelle Fugiflush, qui date de 2016, qui, moi je trouve, a des petits liens de filiation avec Linko dont on parlait juste avant, mais avec des sensations de jeu très différentes. Donc on va avoir également un simple pack des cartes avec des valeurs qui vont de 1 à 20, de 2 à 20 je pense, il n'y a pas de 1, c'est de 2 à 20. En fait... je vais jouer une carte. Le but, c'est pareil, il faut se débarrasser de toutes ces cartes. Je crois qu'on en a, ça dépend du nombre de joueurs et joueuses, mais c'est 5, 6 ou 7, enfin dans ces eaux-là. Donc je pose une carte devant moi. Si la personne qui joue après moi joue une valeur supérieure, ma carte, je la dégage, je la défausse et j'en pioche une nouvelle. Donc je n'avance pas trop pour mon objectif. Si la personne pose une carte d'une valeur inférieure, ma carte reste. Quand ça revient à mon tour de jeu, personne ne m'a fait défausser ma carte parce que personne n'a joué une valeur supérieure. Ma carte, je la défausse, mais je ne repioche pas. Donc je me rapproche de la victoire. Mais le gros twist du jeu, c'est que, imaginons que je joue un 5.
toi tu vas jouer peut-être je sais pas, on va dire si toi tu joues aussi un 5 derrière, on va cumuler nos 2 valeurs. Donc nos 5 valent maintenant 10. D'accord. Et donc en fait il va se créer des moments comme ça où on va avoir plein de moments où on a intérêt à faire des alliances éphémères. On va pas forcément jouer notre meilleure carte, mais on a intérêt à faire dégager la carte de quelqu'un d'autre. Donc on va s'allier avec quelqu'un qui a la même valeur que nous. Okay. Et donc, parce que quand ça va revenir, si c'est moi la première qui ai joué le 5 en question, moi je vais défausser ma carte, mais tous ceux qui ont joué un 5 comme moi aussi défaussent leur carte et ne repiochent pas. Donc c'est tout le temps un arbitrage avec ces petites alliances. Donc on va se dire, est-ce que allez jouer un 5 pour faire tomber une autre personne, etc. Quoi. Okay. Par exemple, ça donne des petits moments, tu sais, où tu as le bon coup qui se fait, puis le tour d'après, tu vas faire tout pour faire tomber la personne avec qui tu t'étais allié. Donc il y a ce petit côté humain qui est assez cool, enfin qui rentre vraiment en ligne de compte. Et ça prolonge pas trop les parties. Ce que je veux dire, c'est que tu sais, souvent quand tu as des trucs où tu peux t'allier pour viser quelqu'un d'autre. Non, en fait c'est quand même assez dynamique. Okay. Et puis ça donne ces moments autour de la table où tu vas dire allez, fais-tu dégager sa carte, je compte sur toi, puis t'en as toujours quelqu'un qui à un moment joue mal et tu te dis ah mais en fait j'avais la bonne valeur pour le faire dégager. Enfin, et ça c'est aussi, je trouve que c'est ça ça change un peu ça retwiste aussi le jeu en termes de sensations. C'est c'est assez fort quoi. Ok, super. Merci. Je vais parler d'un jeu qui est sorti cette année, l'année dernière du coup, puisque nous sommes en 2025, qui est un jeu de 2024 et c'est Odin. Je n'y ai toujours pas joué. Non plus. Je dois être une des rares personnes à pas y avoir joué d'ailleurs. Odin, c'est un jeu de Johan Go, Ops S. Wang et Gary Kim, et qui est édité par Helvétique en France. Le principe d'Odin, c'est de se débarrasser de ses cartes, encore une fois. Dans Odin, la subtilité, elle est dans le fait qu'on peut jouer... on doit jouer des valeurs supérieures à ce qui a déjà été joué. Okay. Et on va pouvoir jouer toujours au moins autant de cartes que celles qui ont été jouées, ou une carte de plus. Tu poses une carte de valeur 4, je peux poser une carte de valeur 5, ou 2 cartes de n'importe quelle valeur, puisque ces 2 cartes, on prendra d'ailleurs la valeur la plus élevée du couple de cartes. Si tu as posé un 2 et un 8, ça fera 82. Et c'est comme ça qu'on va essayer de se débarrasser de nos cartes. On peut poser des cartes soit de même valeur, et dans ces cas-là, n'importe quelle couleur, soit de même couleur. Et n'importe quelle valeur, du coup. Exactement. Mais le truc intéressant, c'est qu'à chaque fois que tu poses des cartes, tu vas piocher une carte du tour précédent. Tu as posé un 4, je pose 82, je prends ton 4. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est ramasser les cartes qui vont nous permettre de refaire des combos derrière et de nous débarrasser plus vite de nos cartes. C'est un jeu qui est vraiment sympa parce que t'as l'impression que tu vas pouvoir gagner et puis finalement tu te retrouves au dernier tour avec une seule carte que tu ne peux pas poser puisque on est déjà à 3 ou 4 cartes qui sont posées au centre de la table et du coup t'es obligé d'attendre que tout le monde est passé, que ça redémarre et peut-être que tu pourras la poser ou pas. Et dans ces cas-là, c'est problématique de ne garder qu'une carte sur la fin. Donc il faut réussir à maîtriser sa main pour poser ses cartes du mieux qu'on peut et réussir à être le premier à poser toutes ses cartes. Ok. Voilà. Donc c'est rapide aussi, ça se joue vraiment bien. C'est très sympa. Très non sympa, mais je sais que, je sais qu'il y a eu pas mal de bons retours sur ce jeu. Dans l'année 2024, donc c'est clair que j'aimerais bien y jouer à l'occasion, mais... Eh ben on essayera ça aussi. Ça. Moi, je vais te parler d'un autre jeu qui s'appelle Kraskarirt en allemand. Peut-être que tu le connais mieux sous le nom de Caro Combo. Mais tout à fait, oui. Je pense que c'est probablement le jeu dont le fond de carte est le plus moche au monde. Oui, pas que le fond de carte. Tout est moche dans ce jeu. Mais le jeu est bien. Mais le jeu est très bien. Donc c'était un jeu de Katia Stremel. Je crois qu'il était dans les recos du Spiel, mais pas dans la sélection, mais il était dans la sélection de l'As d'Or, il me semble, en 2021. C'est possible, oui. Donc en fait c'est pareil, un jeu de défausse avec la particularité qu'on va pouvoir poser des combinaisons, sachant qu'il y a des combinaisons qui sont
qui valent plus que les autres. Par exemple, si tu fais, de mémoire, hein, ça fait un petit bout de temps que j'y ai pas joué, mais si par exemple tu as une paire et que derrière tu as un brelan, enfin 3 cartes identiques, forcément ça vaut plus que la combinaison, parce qu'il faut pouvoir continuer à poser des cartes. De mémoire, c'est comme ça. Et la particularité, c'est que lorsque tu prends tes cartes en main, tu ne les classes pas et tu dois les jouer comme elles se présentent dans ta main. Tout à fait. Voilà. Alors, et une autre particularité, c'est que personne ne gagne, c'est quelqu'un qui perd. De mémoire. Il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant. Et le jeu est vraiment. Cette mécanique des cartes on l'a retrouvée il y a d'autres jeux. On le retrouve. Par exemple, il y avait eu Luxor qui avait repris cette mécanique. Et il y a un autre jeu. Où on ne range pas ses cartes. Ouais, voilà. Et il y a un autre jeu. Et je n'arrive pas à retrouver le titre. Je sais qu'il y en a un autre. Où on ne range pas ses cartes et ça ne me revient pas. C'est pas grave. On retrouvera d'ici là. Mais il y avait Luxor notamment qui avait repris qui était sorti et qui avait cette idée-là. Le jeu est vraiment pas mal parce que cette contrainte, tu vas vraiment parfois jouer des cartes pour pouvoir faire de la place dans ta main en espérant pouvoir ensuite poser une meilleure combinaison. Et Crash Carrier, il y a un autre jeu qui lui ressemble beaucoup. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire le mot qu'il ne faut pas dire, qui commence par Play et qui finit par GIA, qui s'appelle Scout, qui lui était dans la sélection du Spiel, donc qui est sorti chez One Games. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce qu'ils essayent de faire un peu attention quand même à l'originalité des mécaniques. Hein. C'est un jeu de Kei Kajino. Donc chez One Games, dans Scout, la différence principale, c'est que les cartes ont une double numérotation. Et en fait, tu vas avoir la possibilité à des moments de reprendre des cartes dans ta main. Et quand tu les reprends, tu peux les choisir de les mettre dans un sens ou dans l'autre, en fait. Et de les intercaler. Et donc ça va avoir de l'importance. Quand tu as joué, tu vois l'affiliation entre les deux, clairement. Parce que tu as cette mécanique de poser des combinaisons. Tu as cette idée de pas avoir le droit de trier de ta main, etc. Donc tu vois, maintenant, quand tu joues aux deux, il y a vraiment des sensations de jeu différentes. Et puis là, pour le coup, il y a un vainqueur il y a un gagnant ou une gagnante en fin de partie, quoi. Les deux restent intéressants et se complètent. C'est pas exactement les mêmes sensations. Moi, j'ai une petite préférence pour Crash Carrier parce que j'y ai joué avant, en fait, tout simplement. Pour le coup, Scott est beaucoup plus joli, hein, si c'est un critère. C'est beaucoup plus mignon. Enfin, c'est une histoire de cirque, donc il n'y a pas trop de sens thématiquement, mais c'est pas grave. Thématiquement, mais la boîte est mignonne. C'est un peu plus, c'est un peu plus mignon. Mais les deux semaines, moi j'ai une préférence quand même pour Caro Combo. Voilà, donc. Un jeu, j'ai l'impression qu'il avait il a un peu disparu, quoi. Je vois moins de gens qui y jouent qu'à un moment. Quand il est sorti, il avait vraiment eu un gros effet il y avait eu un gros buzz, quoi, dessus. Je pense qu'il a une espèce de complexité qui retient un peu les nouveaux joueurs, d'autant qu'en plus, effectivement, il n'est pas très attirant graphiquement. Et enfin, c'est ce que je constate en boutique, en fait, c'est que quand je le montre et que je l'explique, il retient un petit peu, un petit peu les gens qui ne jouent qu'à ce genre de petits jeux-là parce que ça leur semble trop compliqué. Ouais, alors qu'en réalité, il l'est pas du tout. Non, il l'est pas, mais de mémoire, les parties peuvent être un petit peu longues pour ce qu'on attend d'un jeu de ce format, mais moi, je recommande d'y jouer. Le fait d'avoir les cartes, ne pas mélanger ces cartes, c'est vraiment c'est assez chouette. Hyper intéressant, tout à fait. Moi, je vais parler d'un jeu qui, je suis désolé, va me permettre de parler de deux jeux, en fait. Voilà, ça triche direct. Bah oui, on commence 2025 comme on a fini 2024, que veux-tu. Et je vais parler de Décal. Ouais. Et ça, j'y ai pas joué non plus. C'est vrai. Mais oui. Pourquoi je dis que je vais parler de deux jeux? Parce que il va me permettre de parler de Skijo. Parce qu'on Skijo ou Skyjo? J'en sais rien, on dit les deux. Moi je dis les deux. Je pense qu'on a le droit de dire les deux. Exactement. Si quelqu'un connaît la règle officielle. Il faudrait demander à l'auteur, probablement. Peut-être, ouais. Qui est allemand, donc ça doit... Je ne sais pas. J'en sais rien. Donc... Pourquoi je peux parler des deux en même temps? Parce qu'ils ont une inspiration commune qui est le jeu du golf. Exactement. L'objectif étant d'avoir le moins de points possible. Dans Skijo, on a 12 cartes devant nous. Dans Décal, nous en avons 16. Dans les deux cas, on démarre avec des cartes face cachée. Dans les deux cas, on démarre avec des cartes face cachée et l'idée, ça va être de faire baisser la valeur de nos cartes au fur et à mesure qu'on les révèle.
La subtilité de... Et je vais m'arrêter là pour Skijo parce que tout le monde le connaît, mais je ne pouvais pas ne pas le citer. Non plus. Mais ça, c'est une blague. Oui, là, j'ai joué quand même. Mais donc voilà, je m'arrête sur Skijo parce que tout le monde le connaît, je pense. Si c'est pas le cas, il y a des millions de vidéos qui en parlent. Mais je vais détailler un petit peu Décale. Dans Décale, là où le jeu est un petit peu plus intéressant parce qu'il ajoute une part de stratégie, c'est que quand on va piocher une carte, d'abord on ne pioche pas n'importe quelle carte, on pioche parmi les cartes que les joueurs auront révélées au centre de la table qu'ils ont pris au hasard dans leur jeu. Donc on a un petit choix, en tout cas quand on est premier joueur. Et en plus, pour faire baisser nos points, en fait, il va falloir créer des groupes de cartes de même valeur dans notre grille de 16 cartes. Pour faire ces groupes, quand on réintègre une carte qui aura été posée au centre de la table, on va faire coulisser la colonne ou la ligne dans laquelle nous avons créé un trou. Et c'est grâce à ça qu'on va réussir à agencer nos cartes avec ce petit côté taquin un petit peu pour faire des groupes de cartes de même valeur. Et tous ces groupes, à la fin, disparaissent puisqu'ils ne valent plus rien et on ne comptera que les cartes qui sont toutes seules. Voilà. Et donc cette petite subtilité là rend le truc un peu plus intéressant qu'un Skijo à mon goût. Ok. Moi, j'ai quand même dire, c'est vrai que Skijo, tu vois, ou Skyjo, comme vous voulez, souvent il est vraiment brocardé et puis les gens s'en moquent. Oui, et moi, je trouve ça fou parce que réellement, je trouve pas que ce soit un jeu horrible à jouer. Pas du tout. En fait, non, mais vraiment, je trouve qu'il a une espèce de. Il y a un peu de snobisme à son égard. Oui. Parce que le coup de faire l'idée de je fais dégager les colonnes quand elles sont de même valeur. Bah, je trouve que c'est pas nul du tout comme petit twist. C'est une bonne idée. En fait, je trouve que c'est un jeu qui est un peu sous-coté et qui est victime un peu d'une forme de snobisme et tout. Alors qu'il y a vraiment des jeux 1000 fois pires qui sortent et qui s'en prennent pas autant plein la tronche. Mais je pense que ça va malheureusement avec sa notoriété et cette petite mentalité française que comme il réussit, c'est pas terrible. Et je trouve qu'il est souvent critiqué et que c'est pas une bonne cible parce que je pense qu'il y a vraiment des tas d'autres jeux qui mériteraient qui sont moins bons, qui ça raconte beaucoup plus et qui mériteraient beaucoup plus d'être critiqués que ce jeu-là qui est moi je trouve pas désagréable à jouer tout. C'est un très bon hockey game et qui permet en plus de faire entrer d'autres jeux dans les familles en fait. C'est malgré tout aujourd'hui Skijo, je n'ai plus besoin de le vendre, on vient le chercher, il a un nom, on en a entendu parler, où les gens l'ont testé chez des copains et ils viennent l'acheter directement. Parce que clairement c'est pas un jeu désagréable. Il y a dans le style petit jeu de cartes, j'ai joué à des trucs qui étaient 1000 fois pires hein. Oui. Voilà, je balancerai pas de nom parce que sinon Rémi me coupera au montage. N'achetez pas Line It, c'est nul. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Catastrophe ce jeu. Ah là là. Bon, voilà. Ok. Mais je suis entièrement d'accord. Je trouve que effectivement, il prend cher et il mérite pas de prendre aussi cher. Non, voilà, exactement. Puis en plus, j'ai envie de dire, les gens ils peuvent critiquer, ils se vendent quand même. Donc non mais c'est clair. Ça doit lui faire une belle jambe. J'ai vu une étude, je sais plus où, ni quand, ni comment, mais quand c'était il y a pas très longtemps. Je crois qu'en France, c'est le 3e jeu le plus vendu derrière Monopoly et Uno peut-être, mais je sais plus lequel est le 2e. Mais donc, et puis ils ont fait la pub il y a pas très longtemps, 3 millions d'unités vendues. Je pense qu'on peut commencer à dire que il a sa place dans l'univers ludique. Ok, moi je vais te parler maintenant d'un jeu qui est sorti, je pense l'année dernière, en 2023. Alors peut-être en France en 2024, c'est Kolpa. Magnifique jeu de mots. Passnicht. Ouais. Je sais pas, je pense que un jeu de Thomas Weber et je crois qu'il était aussi dans les recos du Spiel. En fait, c'est un jeu qui est chez Schmitt, qui est pas ultra joli, qui est pas ultra vendeur sur le papier, mais qui est beaucoup mieux que ce qu'il ne paraît si on s'arrête sur l'aspect visuel et cosmétique. Donc on va retrouver des sensations du Uno, mais avec une
petite part aussi de bluff. En fait, dans le colpa, on va devoir se débarrasser de ces cartes, mais on a une carte dans la défausse. Et si on joue une carte de sa main, on peut la jouer sur la défausse si c'est même couleur ou même valeur. Et dans ce cas-là, on dit colle, parce que ça colle. Et dans ce cas-là, on ne repioche pas et donc on réduit sa main, ce qui nous ramène après un peu plus proche de la fin de la partie. Ou alors si on peut jouer devant soi une carte qui n'a aucun point commun avec, c'est-à-dire ni valeur ni couleur commune avec la première carte, enfin la carte du dessus de la défausse. Et ces cartes-là, elles vont nous rapporter des points. C'est les cartes qui sont posées devant nous. Mais si je pose une carte devant moi, je dois repiocher. Et en fait, tout le jeu, il va être de trouver l'équilibre parce que si à un moment, toi, tu défausses une carte, mais que moi, j'ai posé dans mon tableau devant moi une carte de même valeur ou de même couleur, de toute façon, je serai obligé à minima, soit j'en joue une de ma main pour remplir coller, soit sinon, je serai obligé d'enlever la carte de mon tableau, et donc, c'est des points en moins. Et donc, il y a tout ce petit équilibre entre à quel moment je vais faire en sorte de vider ma main, à quel moment je vais poser des points dans mon tableau, à quel moment je vais faire des sales coups aux autres pour les forcer à défausser leurs points. Oui, et donc, de fait, le jeu est vraiment bien mieux que ce qu'il ne paraît. Oui. C'est pas un jeu grandiose, mais c'est un jeu qui renouvelle cette sensation de Uno-like, si on peut dire. Quoi. Alors, je te cache pas que ma première partie avait pas été folle. Ah ouais? Ouais. Et puis, j'y ai rejoué avec toi. Et effectivement, c'était un peu plus intéressant. Parce que j'étais là, évidemment, mais c'est ça. Non, c'est juste que cette première partie, je pense que c'est l'effet festival. Oui. J'avais la tête bourrée de plein d'autres trucs et je pense pas opérationnel pour ça. Et en fait, je pense aussi que tous ces petits jeux allemands de cartes et tout, comme je dis souvent, ils ont un petit twist particulier et que parfois sur la première partie, comme ils ne sont pas si évidents que ça à expliquer de façon un peu abstraite, souvent c'est en y jouant que tu éprouves et que parce que on va t'expliquer la règle, ça c'est ok, mais ce que tu vas faire, ce que ça va provoquer dans la partie, ça c'est souvent en y jouant que tu comprends les dynamiques qui se créent. Et donc souvent la première partie que tu en fais, c'est la partie où tu vas éprouver ces dynamiques. Donc tu vas un peu jouer à tâtons. Et donc, de fait, ta deuxième partie est beaucoup plus efficace aussi, parce que tu as la vision d'ensemble de ce que va donner le jeu. Tu vois, et pourtant, c'est des règles simples qui ne sont pas si faciles à expliquer, mais qui font quand même des bons jeux, voire des jeux plutôt sympas. Tout à fait. Voilà. Merci. Je vais maintenant parler de... un jeu auquel je n'ai pas joué, je le sens. C'est vrai ? Je sais pas. Allez, Kabanga. Non, j'y ai pas joué. Putain, c'est une catastrophe. Et pourtant, tu joues quand même à plein de nouveautés. Et là, on est sur un jeu de 2023. C'est fou, ça. Un jeu de Michael ou Michael, je ne sais pas s'il est anglophone Anglais, ou germanophone ou allemand, enfin bon bref. Michael Modler, édité en France chez Gigamic. Le principe de Kabanga, c'est donc de se débarrasser de nos cartes. Pour jouer, en fait, nous avons au centre de la table 4 zones identifiées par des masques de 4 couleurs différentes. Et de part et d'autre de chacun des masques, il y a une carte placée. Sur ces cartes, il y a des valeurs dont on se fiche au départ. Le principe, c'est que pour me débarrasser d'une carte, je dois placer... une carte de la même couleur que l'emplacement, que le masque là où je veux le placer, tout en essayant de créer un écart le plus petit possible entre la carte que je pose et celle qui se trouve de l'autre côté du masque. Pourquoi ? Parce que si je crée un écart trop grand, tous les autres joueurs peuvent se débarrasser de leur carte en criant Kabanga de la couleur et qui se trouve dans cet écart. J'adore les jeux où il faut créer des trucs. Voilà. Rien que ça en fait, ça crée une espèce de dynamique. Hein. Malgré tout, c'est quand même ça qui fait le côté un peu barré et fun du jeu. C'est que les gens vont gueuler des trucs, surtout quand ils le gueulent pas correctement. Ça crée des trucs encore plus drôles. Mais bon, voilà. En se débarrassant de ces cartes-là, ça m'oblige à piocher autant de cartes que celles qui ont été défaussées par les autres joueurs. Okay. Et donc, je m'éloigne de la victoire, puisque, encore une fois, le but est de ne plus avoir de cartes en main. On a ce petit côté où vraiment on crée des moments avec ce truc de Kabanga, parce qu'on est content de faire chier les autres et de les obliger à piocher des cartes.
Comme je le disais, le Kabanga se transforme en à peu près tout et n'importe quoi au milieu des parties. Voilà, je sais plus ce que j'avais entendu, mais il y avait des trucs vraiment, ça ressemblait plus à Kabanga du tout. Tu m'inquiètes. Et... Si quelqu'un crie Vermillon, par exemple, c'est pas possible. Alors non, a priori, c'était pas Vermillon. Ça avait une sonorité qui ressemblait à Kabanga, mais je me souviens plus ce que c'était. Bref, peu importe. Mais voilà, du coup, tout le monde explose de rire. Enfin, on passe un super moment. Le jeu est assez simple finalement dans ses mécaniques, mais voilà, c'est ce petit truc-là qui rajoute vraiment quelque chose au jeu. Voilà, c'est très marrant. Ok, très bien. Alors moi, je vais un peu laisser de côté les jeux de défausse dont on parlait, pour plutôt aller sur le côté petit jeu de cartes malin. Évidemment, on connaît tous le 6 qui prend. Bien sûr. Toujours un jeu de Wolfgang Kramer, donc, où on va placer des cartes de façon simultanée dans des lignes, et si on pose la 6e carte, on prend. Le nom est assez éclairant sur ce qu'on va faire. Tout à fait. Donc je ne vais pas en parler, mais ça reste un très bon jeu. Avec ce thème de vache assez improbable, oui. Je ne sais pas pourquoi. Et si on pouvait conseiller un jeu qui peut donner un petit feeling de 6 qui prend, et moi je trouve vraiment excellent et qui est sorti de mémoire l'année dernière, en 2023, c'est Mind Up, un jeu de Maxime Rambourg chez Catch Up Games, dans lequel on va effectivement on va jouer en 3 manches. On va avoir des cartes avec des valeurs uniques, mais je crois qu'il y a 5 couleurs dans le jeu. Et en fait, on va avoir, on commence avec une main de 7 cartes, et sur la table, on va avoir X cartes à se répartir, selon le nombre de joueuses. Autant de cartes que le nombre de joueuses. Et en fait, ça va être de l'estimation, c'est-à-dire qu'on se dit, je voudrais récupérer telle carte sur la table, Ce que tu n'as pas dit, c'est que les cartes sont rangées par ordre croissant. Oui, voilà, on les range par ordre croissant, et forcément, si moi, quand je pose une carte, je pose par exemple la plus forte, j'aurai la dernière carte de la rivière. Voilà. Sauf que les cartes vont avoir de l'importance parce qu'en début de partie, on va avoir placé de façon aléatoire des valeurs qui vont être attribuées. Et par exemple, qui vont entre 1 et 5. Donc, je peux avoir par exemple 4, 2, 1, 3, 5. Et la première couleur que je prendrai, je la poserai sur ma première colonne. C'est-à-dire que toutes les cartes de la même couleur iront là et rapporteront le nombre de points. 4 points dans l'exemple que j'ai déjà oublié. Et ainsi de suite. Et ce que je trouve fort dans le jeu, c'est que il y a cet aspect estimation. Oui. Parce que parfois, tu penses qu'avec un 55, ça va de 1 à 60, tu penses qu'avec un 55, t'es tranquille. Et là, fait, si quelqu'un sort un 59... 59 et 60, en fait, c'est terminé. Tu auras la deuxième carte la deuxième carte de la rivière. Donc, il y a tout ce jeu. Et je trouve que les jeux avec de l'estimation, c'est pas si évident. Le meilleur, c'est Wolfgang Warsch pour les jeux d'estimation. Mais là, c'est vraiment assez fin. En plus, les cartes... qu'on aura joué dans notre tableau, c'est les cartes qu'on reprendra en main pour la manche d'après. Et les cartes qu'on a joué pour récupérer les cartes sont celles qu'on va aller chercher au tour d'après. Exactement. Donc on sait que le 59, si on n'a pas de 60, on le récupérera jamais. Exactement. Donc il y a cet aspect-là aussi, en fait, c'est que c'est pas des cartes random. Les cartes, elles vont... Et en fait, sur tout le paquet, on va pas jouer avec toutes les cartes à chaque fois. On repioche une carte en plus à chaque manche, mais c'est très limité. Comme on joue en simultané, il y a peu de downtime, donc il y a un rythme assez fort. Et moi, c'est vraiment... Je trouve Mind Up, ça fait partie de ces jeux où tu pourrais dire, tu vois, on parle toujours de la rejouabilité. En soi, chaque partie, on va faire la même chose. Et chaque tour, on fait la même chose. Et pourtant, c'est un jeu qui te procure jamais exactement les mêmes sensations. Parce que en plus, tu vas vraiment avoir cette estimation que tu vas avoir qui va changer. Et surtout, c'est un jeu à chaque partie, j'ai l'impression d'en découvrir un petit peu plus sur le jeu, sur sa stratégie. Et notamment sur le fait de reprendre ces cartes en main, que ce sont toujours les mêmes cartes. Ça, c'est quelque chose que tu peux pas percevoir sur une première partie. Et moi, ce que j'adore dans Mind Up, c'est le fait que comme les zones de stockage sont rangées différemment, en fait, une partie où tu auras 5, 4, 3, 2, 1 en termes de points, tu vas te focaliser sur 5 et 4, donc les 2 premières couleurs que tu auras ramassées. Alors que si c'était rangé différemment,
tu vas le jouer complètement différemment, essayer de diversifier toutes les couleurs que tu vas avoir, et je trouve ça absolument génial. Et donc c'est comme quoi, c'est pas la rejouabilité, c'est pas le fait d'avoir 1 milliard de combinaisons, parce que toutes les cartes elles sortiront jamais exactement le même truc, c'est pas non plus le fait de savoir, bah oui, on joue à chaque tour de jeu, on fait la même chose, on pose une carte pour en récupérer une autre. Non, la rejouabilité elle est vraiment là-dedans, parce que chaque partie, t'as cette sensation un peu différente en fonction du scoring que tu veux aller chercher, et puis parce que je trouve que sur la profondeur du jeu, à chaque partie, tu en découvres un peu plus et tu te rends compte que c'est pas juste un petit jeu comme ça. Tu peux apporter un petit peu plus de stratégie à chaque fois. Ouais. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment c'est un très très bon. C'est un très très bon jeu. Je partage totalement. Je dans mon top 2023. Voilà. Très bien. Eh bien, moi, je vais continuer avec un jeu qui a gagné l'As d'Or, dont on a déjà parlé. J'y ai joué alors. Oui, tu y as joué, je crois. C'est la catastrophe là. Qui a gagné l'As d'Or en 2024. J'y ai joué alors. Voilà. J'ai même joué avec son auteur. Oui, quand elle se la pète. Bah oui, bah bien 2025, sûr. l'année on se la pète. Voilà, j'ai une photo avec la preuve. Hein. Et j'ai gagné même. Bravo. Et donc je parle de Trio. Alors je vais en parler très brièvement. Un jeu de Kaya Miyano, illustré par Laura Michaud pour la version française et Saibepu pour la version... On prononce Saibepu, ouais. Voilà, pour la version japonaise qui, elle, s'appelle Nana. Parce que Nana, ça veut dire 7. Voilà. Le jeu est édité chez Cocktail Games en France. Je vais en parler brièvement. Je pense qu'on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. L'idée de Trio, c'est de réussir à faire 3 trios de cartes identiques. Ces trios, on va les faire en appelant des cartes auprès des autres joueurs, soit la plus petite, soit la plus grande. Et quand les cartes que l'on appelle ne sont pas identiques, notre tour s'arrête, les joueurs récupèrent leurs cartes et intervient un petit jeu de mémoire où il va falloir essayer de se souvenir qui a quoi à un moment donné, puisque tout ça change dès que les trios commencent à être faits. Voilà, c'est un petit jeu rapide qui fonctionne très bien aussi, qui depuis 2 ans se vend très bien. Parce qu'il est sorti à l'été 2023 je crois, ou juste avant, enfin bon bref, et il tient la dragée haute à Skijo dans les stats depuis ce moment-là. Voilà. Non mais le jeu est top, et puis il y a le... Moi j'avoue que j'ai une préférence pour le mode par équipe, où on peut jouer en fait... Que je n'ai toujours pas essayé. Oui, j'ai une préférence. Ouais, le mode par équipe en fait il est vraiment cool. Parce qu'en plus, il va inclure toute la petite stratégie que tu peux avoir, puisqu'on va être on va jouer c'est par 3 équipes de 2, donc ABC, et donc on va pouvoir aussi capitaliser sur ce que font, ce que fait l'autre. Ouais. Okay. Et donc tu as tout ensuite, et puis si quelqu'un fait un trio, on peut s'échanger des cartes, donc là il y a tout ce petit jeu aussi qui s'intéresse. Mais oui, c'est un très bon jeu quand même. Ça marche. Bien. Moi, je vais te parler d'un dernier jeu. Vas-y. Un jeu qui est sorti donc en 2024, qui est ni un jeu qui ressemble aussi à ce qu'il prend, ni un jeu de défausse, mais c'est un petit jeu de cartes que moi je trouve assez malin. C'est Onyx, donc qui est un jeu de Benoît Turpin et Florian Siriex qui est sorti chez Blue Cocker. Et dans lequel en fait on va devoir récupérer, on a 5 piles de cartes, avec chacune il y a 4 gemmes. De couleurs différentes, chaque couleur permettant d'appliquer ensuite un pouvoir. Donc le but c'est d'avoir le plus de cartes banquées à la fin de la partie. Quand on récupère une carte, donc si je dis par exemple je prends la gemme violette, j'aurai le droit de prendre toutes les autres cartes qui ont le même symbole adjacente. Ouais. Et ensuite je vais appliquer le pouvoir de la carte. Donc ça me permet de récupérer des cartes devant moi, mais pour les banquer, il faut que j'ai un lot de exactement une gemme de chaque couleur. Et donc, on va pouvoir se voler des cartes, on va pouvoir aller en détruire chez les autres, on va pouvoir donc prendre des cartes pour faire son tableau, mais parfois aussi prendre des cartes pour bloquer les autres. Et puis on a certaines cartes qui vont avoir 2 symboles, et de fait, je peux pas. Il faut que j'ai exactement un de chaque. Donc, par moment, ça va me coincer un petit peu. Et puis, banquer 4 cartes, c'est mieux que d'en banquer que 3. Oui. Ou donc, d'en banquer 2. Voilà, d'en banquer 2. Et donc, c'est un jeu qui paye. Enfin, vraiment, moi, j'en attendais strictement rien quand je l'ai découvert. Et j'ai trouvé que ça marchait beaucoup mieux. Il y a plein de petites subtilités. Et ce que je trouve bien, c'est que les pouvoirs, il n'y en a pas 50 000. Mais ils sont bien trouvés.
parce que et surtout ils sont assez forts parce que détruire une carte, moi j'aime bien les jeux où il y a des pouvoirs assez tranchés, pas des pouvoirs tu vois un peu plat et fade où tu dis bon en fait j'ai ça ou un autre. Là c'est vraiment important d'aller choisir si tu fais détruire une carte chez les autres. Tu peux repiocher une carte, tu peux piocher, détruire tu peux banquer une carte, tu peux détruire et voler. Alors tu peux banquer un groupe de cartes. Non, tu peux aller piocher une carte pour la banquer directement depuis la pioche. Ah oui. C'est les bleus ça. Ouais. Ah oui, exact. Et mais détruire ou voler, c'est hyper agréable parce que d'une part tu peux t'arranger toi et en plus tu peux vraiment aller embêter l'autre. Tu peux vraiment aller bloquer les autres dans leur et en fait c'est beaucoup un jeu tout simple qui est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît et moi j'adore avec ses pouvoirs quoi. Parce que quand tu détruis une carte à quelqu'un, c'est toujours un bonheur, enfin c'est évident. Tout à fait. Non, moi j'aime bien aussi quand il y a un peu d'interaction, d'autant que c'est vraiment dans le type de jeu dont on parle là, quoi. C'est des jeux qui créent des trucs autour de la table, et forcément quand il y a ce type d'interaction-là, et pour ce format-là, c'est plus original. J'ai pas l'impression d'avoir joué à un jeu qui proposait ça 50 fois que plein d'autres jeux où c'est des copier-coller de trucs que tu as déjà vu 1000 fois, quoi. C'est clair. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, c'était pas mal en fait. Super, ça fait des belles propositions à découvrir. Ah bah oui, moi j'en ai un paquet maintenant, je suis reparti avec une liste là. Merci Paul Gara. Bah merci Rémi. Et puis on se revoit pour la prochaine qui sera... On le dit pas Tu veux dire quoi? Fais ta révélation. Moi, je ne suis au courant de rien, monsieur. Alors, le mois prochain, ce sera un nouveau format de vidéo. Mais oui. Voilà. Vraiment? Exactement. Mais avec qui? Avec... Incroyable. C'est un duo. Je fais la... Non, ouais. Voilà. Donc, un nouveau format de vidéo que vous découvrirez voilà. en temps et en heure. On fera un peu de teasing, peut-être. Oui, je pense. Ok. Merci à tous et à bientôt. Merci, au revoir. Salut. Salut.